Monsieur Lebrun. Bonjour. Vous êtes candidat sur la 3e circonscription. Oui, de Lyon, enfin du Rhône, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bien, alors moi je suis ingénieur physicien de formation. Je travaille dans une unité d'EDF qui déconstruit les centrales nucléaires de première génération. Et sinon je suis engagé à la CGT cadre au niveau de la branche énergie et en interprofessionnel au niveau de l'union locale de Villeurbanne, puisque mon travail était là-bas et j'ai vécu pas mal là-bas. Effectivement, le gros mensonge qui malheureusement a été répété pendant 5 ans sous un gouvernement qui se disait de gauche et qui est beaucoup repris par Emmanuel Macron et la droite, c'est que des richesses, il faut d'abord les produire avant de les partager. Mais ça, nous, en tant que salariés, les richesses, ce sont les salariés qui les produisent. Et la France est un pays très riche. Par contre, on a un énorme problème de partage des richesses. Et pour vous donner un seul exemple, pourquoi on nous dit qu'il faut attendre 1,5% de croissance pour diminuer le chômage? Donc c'est 1,5% de productivité. Eh bien le problème, c'est qu'ils sont accaparés uniquement par le monde du capital. Et donc on dit ça c'est gratuit, c'est pour moi, le capital le prend, et il n'y a plus rien qui est reversé aux salariés. Parce que si on reversait une partie de ces gains de productivité aux salariés, eh bien on pourrait produire plus avec moins de travail, donc on pourrait diminuer le temps de travail. On pourrait aussi embaucher des gens parce qu'en fait on pourrait produire et les richesses seraient bien mieux partagées. Et donc déjà ça commence par ça. Et au niveau de la répartition des richesses, c'est évident qu'actuellement les dividendes versés par le CAC 40, ça augmente chaque année, mais dans des proportions du genre 60% pour les dividendes et pas pour l'investissement, vous voyez, productif. Et par rapport au chômage globalement, il faut reprivilégier les circuits courts, et ça veut dire effectivement retaxer un petit peu au niveau européen et éventuellement français sur le social, l'environnement et le fiscal. D'accord. Parce que j'ai l'impression que les circuits courts, il y a un nombre affolant de députés ou d'élus qui disent être pour les circuits courts. Comment est-ce que vous expliquez que voilà, c'est encore quelque chose qu'on ne voit pas dans notre quotidien et qui est généralement l'initiative des citoyens? Voilà, alors le clivage, c'est est-ce qu'on est libéral ou est-ce qu'on est pour la planification? Nous, on est pour une planification écologique, c'est-à-dire, et le retour au plan, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes libéral, vous dites ok, je suis pour les circuits courts, mais vous ne donnez aucune contrainte aux entreprises. Et donc, il n'y a que la main du public qui peut dire, bah non, on produit sur place. Et y compris, on peut produire. Alors moi, je vous le dis, c'est pas forcément écrit comme ça dans le programme, mais il faudrait retrouver des ateliers nationaux, des ateliers municipaux, pour faire par exemple les chaises dans les écoles, les fenêtres des hôpitaux. Enfin, vous voyez, on peut tout à fait reprendre la main sur une partie des activités. Mais il faut le décider. Il faut reprendre une planification. Et il faut reprendre une convergence sociale, fiscale et environnementale au niveau européen. Mais avant de créer une monnaie unique et que nous on soit très commune, il y avait ce qu'on appelait un serpent monétaire européen. C'est-à-dire qu'on a demandé aux monnaies, même s'ils étaient un petit peu différentes, de ne pas trop fluctuer, vous voyez, de rester dans une espèce de couloir. Eh bien nous on souhaiterait un serpent fiscal européen, social européen et environnemental européen. Et vous comprenez que du coup après la concurrence, le dumping, ça existerait moins. En France, on a des ghettos de riches, mais on a beaucoup de ghettos de pauvres, et y compris malheureusement, vous savez, l'expression marxiste, l'armée de réserve du capital, que sont les chômeurs, et bien évidemment, dans les quartiers populaires, c'est très ressenti. Il y a eu des émeutes populaires à la fin des années 90 vers Peugeot-Mulhouse. Et j'ai lu un bouquin là-dessus, sur les conditions ouvrières. C'était beaucoup de jeunes issus de l'immigration, issus des quartiers populaires et qui avaient été pris en intérim. Parce qu'il y avait eu une vague de rebond de commandes à Peugeot. Et donc là, quelque part, les yeux se remettaient à briller et les jeunes se reconstruisaient. Ils disaient, ben voilà, enfin, je démarre, je suis intégré. Je vais m'acheter une petite voiture, je vais démarrer dans la vie comme vous et moi, on a tous envie de démarrer dans la vie. Et le problème, c'est que, alors y compris dans les agences d'intérim, ils prenaient entre guillemets les gens les plus souples, on va dire. Et le malheur, c'est qu'au bout de quelques mois de travail, de rebond, il y a une commande qui s'est arrêtée ou disons ils ont délocalisé. Et ce qui fait qu'ont été renvoyés dans les quartiers, mais très brutalement. Voilà, je voulais parler de la brutalité. C'est très brutal de prendre les gens comme ça en précarité et de les rejeter derrière. Et après, quand ils sont revenus, une partie de leurs copains leur ont dit, bah, tu vois, tu t'es mis au service des usines et regarde, tu as été jeté comme une merde, on va dire. Et malheureusement, c'est vrai. Et ça, c'est de la violence. La violence, elle est institutionnelle en ce moment. Quand on vous dit en gros, restez pauvres et soyez sages et respectez la loi, c'est insupportable. La République, elle a des devoirs envers chaque citoyen. Et quand on dit la vie en commun, c'est important aussi.
Et donc voilà, dans les quartiers populaires, on estime qu'ils sont très maltraités, c'est très violent, y compris messieurs Valls, Macron, Hollande parlent très mal des gens, parlent très mal des pauvres et des immigrés, ça suffit quoi, ça suffit. Alors, on parle de planification et de transition écologique. Bien, il y a un principe, alors vraiment, c'est pas un slogan, qui s'appelle la règle verte. Et ça, nous voulons la mettre dans la Constitution aussi. La règle verte, c'est dire on ne prend pas à la nature chaque année plus que ce qu'elle ne peut reconstituer dans l'année. Hein, par exemple, vous coupez 200 arbres, vous en replantez 200. Et si vous voyez qu'en plus ils ont du mal à pousser, ben la prochaine fois vous en prendrez pas 200, vous en aurez 150. Donc cette règle verte, elle est fondamentale. Vous savez que si tout le monde vivait comme un Américain ou comme un Français actuellement, il faudrait 7 fois la terre ou 5 fois la terre. On ne peut pas continuer comme ça. Alors ensuite on est pour les circuits courts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire imposer aussi arrêter les produits chimiques, les insecticides, les pesticides, les engrais. Finalement une partie de l'agriculture qui est compris aidée par le public, on a presque l'impression que c'est pour faire vivre juste les lobbies. Et moi qui suis d'origine bretonne, des fois on voit des champs entiers d'artichauts, ils sont remoulinés, ils sont broyés, ils sont même pas récoltés. Parce que rien que par les aides qu'il y a, et plus les aides finalement qui servent à payer des engrais, des pesticides, des insecticides, eh bien c'est une espèce d'économie où on oublie carrément finalement le produit final. On est pour le bio dans les cantines, pour l'imposer, hein, du bio dans les cantines au moins en primaire, dans les cantines primaires. Donc ça au moins il faut amorcer. Alors dans les hôpitaux, je ne m'en rappelle pas. Le programme, M. Macron aussi a dit qu'il était pour le bio dans les cantines. Mais oui, On parle tout le temps des enfants, mais en fait, la restauration publique en général, bien sûr. on n'en parle jamais. Et le problème des hôpitaux, moi je n'ai jamais été en hôpital, mais je sais que la nourriture des hôpitaux est réputée pour la faute. Bon, alors par contre, dans le même temps, M. Macron, il propose des hôtels hospitaliers, et donc là, il veut balancer ça au privé. C'est-à-dire qu'effectivement, la partie hôtellerie, voilà, donc je suis vraiment très, très méfiant. Pour finir sur l'énergie, par exemple, on est tout à fait sur le réseau, en accord avec le réseau Négawatt. Et donc, effectivement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Hein, il faut être sobre. Ensuite, il faut partager. Vous avez des zones industrielles où certains ont de la chaleur, mais n'utilisent pas, l'envoie aux petits oiseaux. Ben, on peut peut-être regarder si la boîte d'à côté n'a pas besoin de chaleur. Pour l'eau chaude, c'est pareil. Enfin, l'eau recyclée, des choses comme ça. Isoler les habitations, et en particulier dans l'ancien. Parce que l'ancien existe et on n'arriverait pas à rattraper le retard si on faisait ça que dans le neuf. Il faut le faire évidemment dans le neuf et dans l'ancien. Énergie renouvelable, beaucoup de R&D, hein, et du coup le nucléaire, ben, on s'en sort le plus vite possible en remplaçant par du renouvelable. Vous savez qu'on veut faire une constituante, qu'on veut changer les institutions, on veut mettre de la proportionnelle. Et là, actuellement, une partie, je ne vais pas vous dire que c'est tout, mais à part les luttes de personnes et les luttes de pouvoir, si vous voulez, une partie de l'explication, c'est que le financement public des partis se fait à travers le premier tour des législatives dans ce pays. Vous touchez 1,90 € par voix que vous touchez. Et y compris, sachez que dans la charte de France Insoumise, j'ai fait partie des gens, mais je ne suis pas du tout seul, mais qui ont été confrontés à ce problème-là, et on a fait rajouter, ça y est dedans, c'est pour ça que c'est vraiment un crève-cœur qu'on ne soit pas ensemble, c'est que on a dit que les gens qui étaient organisés politiquement, on pouvait leur reverser le financement public. Il y a ce financement donc au quotidien, chaque année par rapport aux voix. Et aussi, si vous avez un député, il a une dotation, en plus de sa dotation propre, il a une dotation parlementaire de 128 000 € par an. Et qui distribue pour les associations. C'est un peu bizarre, hein, je vous dirais. Pour moi, c'est pas le rôle des... Ça, c'est 5e République. Dans la 5e, on n'aura pas ça. Je veux dire, les deniers publics, c'est pas le fait du prince, vous voyez. C'est pas... même si la personne est bien, c'est un peu bizarre. Ça laisse la porte ouverte à des logiques complètement clientélistes. Et ben voilà. Et ben voilà. Monsieur Collomb est un particulier de ça. Et pour Nicolas Hulot, juste pour finir, malheureusement, ça ne marche que pour les... C'est terrible, parce que pour les législatives, on va avoir l'impression que c'est une ouverture. Si vous regardez sur le fond, ils sont d'accord à peu près avec rien. Notre-Dame-de-Landes, les grands projets inutiles, le nucléaire, enfin, ils sont d'accord avec rien. Et moi, je ne fais absolument pas confiance à Macron, le libéral, pour faire quelque chose, parce qu'il faut contraindre les groupes, vous voyez, la planification. C'est vraiment une repeinte en vert du gouvernement pour les législatives, et après, tout ce qu'il proposera, voilà, il va tomber sur un mur, à part quelques petites choses. Et malheureusement, je pense que lui, il a fait de bonne foi, un peu comme Martin Hirsch. Vous savez, Martin Hirsch est allé y compris chez Sarko, je ne connais pas bien ce gars, mais a priori, c'est quelqu'un de plutôt de bonne foi, et il s'est dit, je vais faire ce que je peux, mais par contre, là, c'est vraiment Nicolas Hulot, je pense, va quitter le gouvernement assez rapidement, à chaque fois que Bercy lui aura dit.